pour moi, la pacification m'a permis d'avoir un renseignement très, très important. Je connaissais même les armes des Félagas que j'avais en face de moi, il y en avait une centaine. Parce que ça, ils voulaient. Là, ça les amusait de me dire ah bah il a telle arme, j'ai même son numéro. Donc parce que je fais des coqs à l'âne, les informations pour nous avaient deux. Quand on recevait une information, on la transmettait au quartier général ou aux collègues, c'est avec deux notes. Une lettre A, B, C, D, A, B, C, D, E, qui voulait dire cet informateur nous a donné A, une information, 2, deuxième information, 3, on identifiait de cette façon-là la crédibilité de l'informateur. Et puis là, après ces lettres, on lui mettait un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. Si le message avait été confirmé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois. Alors quand on se trouvait avec un C4 par exemple, bah, c'était sûr, il fallait y aller. Hein. Donc c'était complètement organisé, si vous voulez. Mais ça demandait les interrogatoires, par exemple. Quand même, avant d'avoir des interrogatoires, il fallait faire des prisonniers. Et faire les prisonniers, en général, c'était des opérations de sous-quartier faites par l'escadron. Il y a notre escadron qui partait en opération et qui ramassait ce qu'il pouvait. Donc ça fait partie aussi des activités. Et quand on ramassait des prisonniers, il fallait les questionner. Et ça aussi, ça prenait du temps. Donc vous dire que jour et nuit, on n'a pas arrêté. Au point que, étant un bon dormeur, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai vraiment souffert du manque de sommeil. Parce que on avait, quand un groupe partait en embuscade la nuit, le régiment était sur pied de guerre pour intervenir si nécessaire. Donc, on ne dormait pas souvent. Et que j'avais un vague contremaître pour cette coopérative qui avait la gentillesse de venir tous les matins me réveiller à 6 heures. Je l'aurais étranglé. Et je crois qu'il prenait un malin plaisir. Alors, ces opérations militaires, ces opérations de renseignement, ces opérations qui venaient s'ajouter au fait que notre escadron était un escadron de réserve au niveau du secteur. C'est-à-dire qu'on partait en opération, on pouvait partir 24 jours par mois en opération de secteur. Alors là, on crapahutait pendant 3-4 jours pour aller faire du ratissage, faire des... On veut dire que ça... Je ne sais pas si ça vous raconte à peu près ce qu'on a fait, ou si vous voyez... Non, ça, c'était là. Alors, je notais ici, si vous voulez, cette opération de secteur, c'était un ratissage systématique et un bouclage de l'autre côté. Mais là, on n'était pas seul, parce que dans une opération comme ça, on pouvait être 5000 hommes. Et que on avait deux appuis qui étaient importants. Quand quand le secteur avait détecté un gros morceau, il faisait appel à la Légion. Donc on avait un régiment de Légion qui venait pour donner l'assaut. Ce n'était pas le contingent qui faisait l'assaut. On arrivait, on bouclait, on les amenait à pied d'œuvre, et c'était assez merveilleux de voir le courage de ces gens-là. Ça mitraillait, ça pétait, et ils marchaient imperturbables. On avait dire qu'ils avaient un bouclier. Il faut passer, on passe. Alors les 30 ou 40 ou 50 mètres où sans qu'ils attaquaient, c'était la Légion qui le faisait. On avait aussi un autre allié, c'était l'aviation. Assez incroyable, mais l'aviation avait d'abord, il venait par les ailes et il venait vite, et qu'avec les moteurs à réaction, les Félagas ne les voyaient pas avant qu'ils arrivent. Le bruit était derrière. De sorte que, pensez que dans le cas des appuis aériens, on balisait le trou où on était en mettant
juste devant nous, un repère à tissu qui faisait 1 ou 2 mètres de long, et il tirait, donc à 5 ou 600 km/h, à moins de 50 mètres, à moins d'1 mètre devant nous. Fallait pas les louper. Elle descendait dans les oueds, c'est impressionnant, hop, et allez, à nettoyer. Alors, ce qui veut dire que ces opérations-là demandaient beaucoup de temps, mais c'est là où j'ai eu mon baptême du feu. La première fois que ça m'a pété, ça a été pendant une opération de ce genre. Oui. Alors, ça, si vous voulez, ce baptême du feu a été assez particulier, parce que c'était la première fois que j'y assistais. C'est en pleine nuit, on marchait, il y a donc 500 hommes qui grimpaient dans la montagne et à la file indienne, et à un moment de temps, on nous tire dessus. Et mon réflexe a été de voir, alors, ils sont tous, les anciens de la classe, se sont planqués par terre, c'est la seule chose à faire. Mais moi, je regardais ça émerveillé. Ça, il y en avait de balles traçantes, puis je me suis dit, mais il doit être bien. C'est celle, les traçantes, on les voit, mais il doit y avoir des noirs qu'on ne voit pas. Là aussi, je me suis accusé. J'ai fait comme les autres. Donc, vous voyez, ce genre de souvenirs. Alors, le côté difficile, ça a été quand même très fatigant. Et très stressant, hein, parce que on était sur le qui-vive tout le temps. Et que, au départ, en 58, on va dire en 57, pour être plus simple, les Félagas avaient le contrôle de la nuit. C'est-à-dire que c'est eux qui agissaient pendant la nuit, qui faisaient leurs exactions pendant la nuit, et l'armée française n'était pas présente. Et notre mission a été celle de conquérir l'armée, conquérir la nuit. Donc, ce qui faisait qu'on avait toutes les nuits une unité de notre régiment, de notre escadron, qui était sur le terrain. Et que ceci avait... On était pratiquement obligé de le faire dans la mesure où, avant que l'on prenne le contrôle de la nuit, les Félagas avaient trouvé une très bonne solution. Ils nous attaquaient tous les soirs. Mais il y avait 1 ou 2 qui venaient, puis qui tiraient dans le cantonnement, mais tous les 250 hommes sont réveillés, tout le monde est sur pied de guerre, et personne ne dort. Jusqu'au jour où le capitaine a dit maintenant, celui qui tire et qui ne me ramène pas le cadavre, il va en prison. Pour complètement démystifier le système. Parce qu'il est en train de nous pourrir. Tous les soirs, par exemple, il coupait le courant. Alors, en envoyant un filet, en prenant un câble qu'il envoyé sur la ligne électrique, puis ça faisait un court-circuit, au point que on a été, comment dirais-je, obligé. On se trouvait tous les soirs en train d'attendre le moment où ça allait couper. Ça finit par créer une obsession, si vous voulez. C'était toujours l'heure du repas, etc. Et tous les soirs, on disait au capitaine, mais laissez-nous intervenir, qu'on aille faire une... Ils sont sur la route, hein, donc il y a une route, on peut y aller, de jour comme de nuit, on ira faire phare éteint, comme ça ils ne verront pas arriver. Et le capitaine disant, mais c'est de la folie, vous allez y aller, mais pour rien. Jusqu'au jour où il a fini par nous obéir, façon de parler, et on est parti de 2 jeeps. 2 jeeps où on était 3 officiers. 3 officiers sur 4, parce que le capitaine n'était pas avec nous. Et il était convenu qu'en sortant du cantonnement, on prenait à droite et non pas à gauche. C'était comme ça prévu. Et j'étais dans la 2e jeep, au volant, et on est parti dans la nuit, puis tout de suite, quand je vis ce truc-là, mais on n'y voit rien. Même, il y a un peu de clair de lune, etc., mais
mais ils peuvent entendre le bruit du moteur, on est en train de faire une connerie, quoi. Et bam, l'autre Jeep qui était trompé de sens pour partir, me rentre dedans. Résultat de l'opération, des petits détails, j'étais dans une Jeep Hotchkiss de l'armée française. C'est costaud, c'était pas brillant comme le Jeep, mais c'était costaud. De sorte que mon véhicule a assez peu trinqué, le chauffeur qui était à côté, qui avait la trouille, bon, il était un peu commotionné. Dans l'autre Jeep, c'était l'officier de renseignement que j'ai remplacé après. Lui, le volant, le chauffeur s'est offert le volant. Lui, c'est pas lui qui conduisait, il s'est envoyé le pare-brise. Et entre autres, le petit moteur d'essuie-glace qui était là, il a été éjecté de la voiture, et à ce moment-là, il y a un half-track qui venait pour lui sauver, qui a failli l'écraser. Vous voyez, l'état de... Là, on est dans la dérive totale. Hein. Et c'est là où la discipline est la force des armées, c'est clair. On applique le règlement, bête et méchant, mais c'est tout. Une autre particularité, si vous voulez, tous ces gens-là, pas de permission, pas de compagnie féminine. Hein. Au point que le capitaine m'a dit, vous allez organiser un bordel de campagne. Je lui ai dit, oui, mais comment ça marche le truc là? Je sais à quoi ça sert, mais comment ça marche? Je ne suis pas tellement volontaire. Je lui ai dit, franchement, ça ne me passionne pas. Bon, résultat de l'opération, la solution avait été trouvée. Quand un soldat n'en pouvait plus, il allait voir un officier qui le détachait pour accompagner le wagmestre. Le wagmestre, c'est celui qui va chercher le courrier à Orléansville. Et à ce moment-là, il allait se distraire pendant quelques temps. Et ça, on avait dû le faire parce qu'il y avait des jeunes femmes arabes qui proposaient leur service, et c'était tant de cartouches la passe. C'est pas du fric, c'était des munitions. Voilà, tout ce genre d'activité. Oui. Alors, pour éviter ça, on a été obligé de prendre ces dispositions. J'ai même été amené un jour à devoir aller dans cet établissement pour récupérer une arme qui n'était... Parce que un soldat de chez nous est allé et il avait un revolver. Quand ils sont pas... Une arme est normalement toujours accompagnée. Il y a toujours deux personnes pour une arme. C'est-à-dire que deux personnes armées font deux personnes pour défendre l'arme. Et là, quand il est allé au vestiaire, il a pendu son ceinturon. Et quand il est reparti, il a pris un autre ceinturon, et c'est pas le sien. De sorte qu'il est revenu à la caserne, et son sous-officier a remarqué que son arme n'était pas celle qui devait lui appartenir. Et on a fini par identifier que c'était d'un soldat du RIMA, du régiment d'infanterie de marine, qui était quelque part à côté de chez nous, qui aussi s'était trompé l'arme. Donc j'ai dû aller chercher l'arme et faire le troc, si vous voulez, donner la mauvaise pour récupérer l'autre. Mon commentaire, si vous voulez, serait dire qu'on avait de très nombreuses responsabilités et activités, de jour comme de nuit. Ça crée une fatigue, mais la fatigue encore, ça se remet. Mais on n'avait pas un jour de repos. Il n'y avait pas un jour. Et ça durait 29 mois. Pardon, 27 mois. De sorte que pour moi, j'ai souffert du manque de sommeil. 27 mois sans permission, on devient dingue. Oh, aucune. Pas de permission parce que une permission, ça veut dire retour en France. Alors, c'était pas forcément le manque d'effectifs, mais c'était le coût de renvoyer un soldat en permission. Donc, il y avait la permission libérable. C'est-à-dire que sur 27 mois, le dernier mois était une permission. Mais physiquement, si vous voulez, il y a des moments où on craque. Au point que, pour une raison que je ne connais pas, j'ai été envoyé à l'hôpital d'Alger.
On ne m'a pas demandé mon avis. Et comme dans l'armée on obéit, on m'a dit tu prends tu vas à Alger pour un contrôle médical. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive à l'hôpital et le médecin de l'armée qui me voit me dit vous avez combien, qu'est-ce que vous avez comme jour de permission? Je dis aucune. Il y a combien de temps que vous y êtes à Charon? Alors, à l'époque, ça devait faire une vingtaine de mois. Donc, tu n'as pas de permission. Bon, ben écoute, donc, moi je suis dans tu vas au pays, tu vas t'acheter ton civil, tu ne retournes pas à ton cantonnement parce qu'ils vont te dire que tu restes. Donc, j'envoie un message comme quoi tu rentreras dès le date. Et donc, j'ai eu comme ça une dizaine de jours, je crois, où je suis rentré en France. Alors, je pense qu'ils avaient détecté que j'allais commencer à disjoncter. On est pris dans l'engrenage, mais ce qui me fait dire ça, c'est que quand je suis arrivé à la maison, en Bretagne, mes parents étaient tout à fait heureux, moi aussi, et mon père me dit, on va aller voir mon frère, qui s'appelait Jean-Claude, qui était à Hennebon. On monte dans la voiture, et à cette époque-là, pour se protéger du FLN, et la gendarmerie avait obligation d'arrêter les voitures et de vérifier les occupants. De sorte que mon père a été arrêté par un gendarme pour contrôle. Moi, instinctivement, je mets ma main sur la poche pour prendre le revolver. Bon, j'étais tout nu, j'étais en civil. Mais c'est pas vrai. Donc je pense que j'étais dans un état déjà assez particulier.